Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans Chiméria. Chiméria, c'est un nouveau format que je vais vous proposer à partir de maintenant sur ma chaîne. Mon souhait aujourd'hui, c'est vraiment qu'une partie de ma chaîne soit consacrée à des choses plutôt naturelles comme les updates lecture où je vous parle finalement assez naturellement de mes avis sur ce que je lis, mais qu'il y ait d'autre part des formats un petit peu plus structurés, un petit peu plus analytiques et un petit peu plus documentés. Et c'est dans cette logique que je vous propose Chiméria aujourd'hui. Mais vous allez me dire, Chiméria, pourquoi ce nom? Ce seront des vidéos qui seront principalement consacrées aux contes, aux légendes, aux mythes, toutes ces histoires un petit peu magiques. Et ce qui m'intéresse, ça va être de me pencher à la fois sur leur côté très féerique, mais aussi sur leur côté parfois un petit peu étrange, bizarre et inquiétant. Et pour ce premier épisode aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de contes illustrés, plus précisément de grands illustrateurs de contes qui ont vécu principalement à ce qu'on appelle l'âge d'or de l'illustration. L'âge d'or de l'illustration, ça se situe entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale. Si j'ai eu l'idée de consacrer une vidéo à ces illustrateurs, c'est parce que, comme vous le savez peut-être, je suis allée à l'exposition Tolkien et dans le cadre de l'exposition étaient présentées un certain nombre d'illustrations que Tolkien avait pu voir de son vivant et qui avaient potentiellement pu l'inspirer pour l'esthétique qu'il allait donner au Seigneur des Anneaux. Et parmi les illustrations que j'ai découvertes là-bas, il y avait des noms que je connaissais, d'autres pas. Ça m'a donné envie de creuser et ça donne la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Je vous propose de découvrir avec moi ces maîtres de la féerie. Laissez-moi vous raconter comment sont nés ces livres de contes. On se situe donc fin 19e, début 20e comme je vous l'ai dit, et à cette époque apparaissent de nouveaux formats de livres permis par le progrès technique. En effet, grâce à une nouvelle technique d'impression en trichromie qui s'appelle la méthode Eichstätt, du nom en fait de son inventeur, qui permet d'imprimer beaucoup plus facilement en couleur, puisque si j'ai bien compris, on utilise des négatifs photos au lieu de planches en bois, donc c'est beaucoup plus simple. On a un certain nombre d'éditeurs qui voient en cela une opportunité de fabriquer de plus beaux livres qu'ils vont pouvoir vendre à bon prix. Les objets livres dont ils vont se saisir, c'est le fameux livre de contes qui était déjà assez populaire à cette époque et qui va le devenir encore plus. Ces livres étaient aussi appelés livres d'étrennes puisqu'ils s'éditaient et ils s'offraient au moment de Noël. À la base, ces livres étaient destinés aux enfants, mais très vite, on s'est mis à se les offrir entre adultes puisque c'était des ouvrages extrêmement précieux avec de la couleur, des belles reliures, des décorations, des fioritures, souvent avec, vous voyez, un beau doré sur la tranche, un petit ruban de soie et même parfois un marque-page dédicacé par l'illustrateur. Ouais, déjà les mecs qui nous avaient cerné, nous lecteurs, ils avaient le sens des goodies. C'est là que nos illustrateurs entrent en scène. Et en fait, le succès de ces livres d'illustration, de ces livres de contes, va être alimenté par un partenariat judicieux entre les éditeurs et une galerie d'artistes située à Londres qui s'appelle la galerie Leicester. Galerie qui va exposer les illustrations originales. Pourquoi je parle de partenariat judicieux? Parce qu'en fait les éditeurs vont se fier à la galerie pour qu'elle sélectionne les dessinateurs les plus talentueux afin qu'ils réalisent les meilleures ventes possibles de leurs livres. Et en échange, dans chaque exemplaire des livres est glissé un petit feuillet publicitaire qui propose au lecteur d'acquérir l'illustration grandeur nature auprès de la galerie. Et l'avantage du coup, c'est que l'illustrateur est rémunéré et pour les livres qui sont vendus et pour les illustrations originales qui sont vendues par la galerie. Du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, même pour l'artiste qui est mieux rémunéré pour son travail. Et c'est comme ça que pour le plus grand bonheur des yeux vont fleurir ces livres de contes. En parallèle de ça, les illustrateurs sont en train d'acquérir un statut un petit peu nouveau. En effet, le monde de l'illustration britannique connaît une petite révolution depuis 1894, date à laquelle le jeune artiste Aubrey Beardsley a commencé à faire parler de lui.
Beardsley, c'est un petit peu celui qui va faire basculer l'illustration de sa fonction simplement descriptive au statut d'œuvre d'art à part entière. Aubrey Beardsley sera remarqué pour ses illustrations considérées comme un petit peu scandaleuses, comme par exemple les dessins qu'il a fait pour illustrer la pièce de théâtre Salomé d'Oscar Wilde. On est donc dans une époque où, grâce à Beardsley, les illustrateurs, alors qu'ils étaient traditionnellement un petit peu relégués à l'arrière, vont entrer sur le devant de la scène et devenir des artistes à part entière. Mais au-delà du contexte historique, regardons le contexte artistique, puisque celui dans lequel évoluent ces illustrateurs de contes est extrêmement riche. Commençons par le symbolisme. Apparu au début des années 1880, principalement en France, en Belgique et en Russie, le symbolisme, c'est un courant artistique qui cherche à renouer avec un certain mystère en réaction à la montée en fait de la science et du rationalisme. Face à des mouvements picturaux comme le réalisme ou l'impressionnisme qui s'attachent plutôt à des choses concrètes, à des choses qu'on peut voir autour de nous, le symbolisme, lui, va s'intéresser à des choses comme la mort, la religion, les croyances, la sensualité, avec des artistes dont vous avez peut-être déjà entendu parler comme Klimt ou Gustave Moreau. On est donc déjà dans un courant qui a une petite appétence pour le surnaturel. À peu près à la même époque en Grande-Bretagne, puisque vous verrez que nos illustrateurs sont principalement anglais, se développe un autre courant qu'on appelle le courant Arts and Crafts, qui est finalement une sorte de concurrent anglo-saxon de l'Art Nouveau. C'est un mouvement d'artistes artisans qui va en fait promouvoir l'art dans toutes les sphères de la vie et notamment les arts décoratifs, donc ça va être les meubles de votre maison, les objets de décoration, qui va s'opposer à une certaine forme de standardisation de ces objets qui a été apportée par la révolution industrielle et qui face à ça va promouvoir l'artisanat avec des métiers comme l'ébénisterie, la tapisserie, la joaillerie, etc. Un mouvement qui va renouer à la fois avec certaines influences du Moyen-Âge et avec certaines influences italiennes d'avant la Renaissance, avec notamment toute une influence des peintres dits pré-raphaélites, qui eux aussi commenceront à avoir des sujets assez proches de ce qu'on pourrait qualifier de féerie. Dans la continuité se développera dans les années 1890 en France, en Allemagne, l'Art Nouveau, qui lui va mettre en avant les lignes courbes, les arabesques, les motifs très travaillés et la nature. Quand on parle d'Art Nouveau, je ne sais pas si vous voyez, mais il faut penser en fait aux entrées des métros parisiens qui sont d'un monsieur qui s'appelle Hector Guimard et qui sont plutôt jolies. Enfin, élément non négligeable, il faut signaler que les mises en scène de ces illustrateurs vont souvent être influencées plus ou moins fortement par une forme d'orientalisme. Orientalisme qui s'est développé dans la sphère culturelle tout au long du 19e siècle. Et du coup, vous allez voir que ces illustrateurs mettent pas mal de Moyen-Orient, Proche-Orient, Asie dans leurs dessins. Voilà, c'est terminé pour cette petite remise en contexte. Je pense qu'elle était nécessaire pour bien comprendre en fait les artistes que je vais vous présenter tout de suite. Avant de commencer, je tiens à préciser que ma présentation est absolument non exhaustive et que j'ai simplement sélectionné certains artistes sur la base de mes préférences esthétiques personnelles. Les 4 illustrateurs dont je vais vous parler sont donc Arthur Rackham, Edmund Dulac, Kai Nielsen et Harry Clarke. Et ce que je trouve intéressant, vous allez voir, c'est que alors qu'ils illustrent la même histoire et qu'ils sont pour ainsi dire de la même époque, et ces 4 illustrateurs vont proposer des représentations très différentes. Certains vont souligner le côté plutôt enfantin des contes, d'autres le côté plutôt féerique, magique, et d'autres le côté plus inquiétant de ces histoires. Ici, vous avez par exemple différentes versions de La Petite Sirène
Ici, des représentations et des paysages différents réalisés pour le conte d'Andersen, La Reine des Neiges. Ici, vous avez différentes illustrations qui représentent des contes orientaux, dont la plupart sont extraits des Mille et une nuits. Arthur Rackham, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en faisant des illustrations pour des revues et pour la publicité. La renommée étant déjà faite, c'est tout naturellement que les éditeurs se tournent vers lui pour produire des illustrations pour leurs livres de contes. Arthur Rackham sera extrêmement productif. Il illustrera les contes de Grimm, les contes d'Andersen, les contes de Mamerlois, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles ou encore Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Le style de Rackham est reconnaissable pour sa finesse et l'attention exacerbée qu'il porte aux moindres détails, même dans les éléments du décor. Il utilise des couleurs estompées et de l'aquarelle légère, ce qui donne un aspect très doux à ses dessins. Cette douceur se retrouve aussi dans ses mises en scène et dans la représentation qu'il donne de ses personnages. L'ambiance est rarement inquiétante, les enfants ont des traits gentils et innocents, les femmes sont parfois droites mais rarement sensuelles. Pour moi, on sent que quand Arthur Rackham illustre ses contes, il a peut-être toujours en tête le public d'origine, c'est-à-dire la jeunesse, les enfants. Et on sent qu'il respecte plus ou moins une certaine bienséance. Pourtant, Arthur Rackham aurait admis qu'il entretenait au fond de lui un certain goût pour le fantastique et l'inquiétant. D'ailleurs, un peu visible dans quelques illustrations qu'il a réalisées pour L'Anneau de Nibelung, une série de 4 opéras de Richard Wagner reprenant des récits mythologiques germaniques d'inspiration scandinave. Néanmoins, Arthur Rackham admettra s'être brimé lui-même pendant sa carrière et être resté finalement assez raisonnable pour des raisons commerciales. Bon, force est d'admettre qu'Arthur Rackham a un talent incroyable et qu'il en influencera plus d'un, et que se plonger dans une de ses illustrations, c'est un peu comme être bercé par un rêve merveilleux et enchanteur. Edmund Dulac, donc de son nom d'origine Edmond Dulac, c'est un Français qui est parti vivre à Londres quand il avait une vingtaine d'années et qui se fera naturaliser britannique, d'où le fait qu'aujourd'hui on le connaisse plutôt sous son nom Edmund Dulac. Après avoir publié une première série d'illustrations des romans des sœurs Brontë, notamment de Jeanne Eyre, Edmund Dulac va très rapidement être propulsé sur les devants de la scène. Et pour cause, les éditions Hodder & Stoughton voient en lui l'opportunité de concurrencer les éditions Heinemann. Les éditions Heinemann dominent en effet le marché du beau livre et des livres d'étrennes grâce à un certain Arthur Rackham. Edmund Dulac a une quinzaine d'années de moins que Rackham, mais Hodder & Stoughton se disent qu'il a de quoi rivaliser avec lui. Rackham et Dulac vont donc d'une certaine manière entrer en concurrence, mais il n'y aura a priori jamais de véritable rivalité entre eux. Certaines sources que j'ai pu consulter évoquent même le fait que ce serait Arthur Rackham lui-même qui aurait recommandé Dulac à Hodder & Stoughton, ne pouvant pas lui-même travailler pour eux puisqu'il était déjà engagé. Edmund Dulac est un artiste qui excelle dans le maniement des couleurs. Globalement, elles sont un peu plus vive que chez Arthur Rackham et un peu plus présente. Il utilise l'aquarelle qu'il va souvent venir rehausser de gouache. En début de carrière, son style est très proche de celui d'Arthur Rackham. On retrouve cette finesse du trait et ce sens du détail. Les textiles, les objets, la faune, la flore, tout est détaillé avec minutie. Il privilégie les ambiances en demi-teinte plutôt que les lumières criardes. Il passera d'ailleurs par sa période dite bleue, où il fera montre de son talent dans la représentation de la nuit, des ciels sombres et bleutés, ou encore des fonds marins. Edmund Dulac, c'est probablement celui des grands illustrateurs qui est le plus marqué par l'orientalisme. Cette influence, elle remonte à son enfance, puisqu'en fait, le père d'Edmund Dulac
était drapier et marchand de textiles et il travaillait en collaboration avec son frère, donc l'oncle d'Edmond Dulac, qui lui importait des œuvres d'art d'Asie et du Moyen-Orient. Ça veut dire que très tôt, le jeune Edmond a été en contact avec ces visuels venus d'ailleurs. Au cours de sa vie, Edmond Dulac fera lui-même un voyage en Algérie, en Tunisie et en Grèce. Et c'est une expérience qui va encore plus le marquer esthétiquement. Son style devient alors plus géométrique et plus stylisé. Il est véritablement fascinant de voir comment il réemploie et mélange les esthétiques des différents pays qui l'influencent. C'est d'ailleurs un homme d'une grande ouverture culturelle qui s'intéressera à beaucoup d'autres champs artistiques que la simple illustration. Ce sera un ami assez proche du poète Yeats. Ses représentations des Mille et une nuits sont particulièrement marquantes et époustouflantes. Regardez-moi ces drapés, regardez-moi ces couleurs, regardez-moi ce jardin. Avec Edmond Dulac, on commence à basculer un petit peu. En effet, il n'a aucun mal à basculer dans le sombre et dans le bizarre quand on lui demande d'illustrer les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Je suis absolument fascinée en fait par la versatilité de cet artiste et les styles différents qu'il a pu avoir dans sa carrière et sa capacité en fait à s'adapter aux différents sujets qu'il représente. J'espère que comme moi vous tombez sous son charme. Attention, changement de style avec le troisième illustrateur que je vous présente, mais croyez-moi, il va vous en mettre plein les mirettes. Et ce troisième n'est autre que Kai Nielsen. Alors oui, ça s'écrit a priori Kai Nielsen, mais il semble que, vu qu'il est danois, ça se prononce Kai Nielsen. Kai Nielsen, il n'a que 4 ans de moins que Edmond Dulac. Et quand il arrive à Londres, étant donné qu'il avait déjà exposé au Danemark, on lui propose en fait tout de suite d'illustrer un recueil de contes qui s'intitule In Powder and in Crinoline, donc de poudre et de crinoline. Un recueil en fait qui est une sorte de compilation de contes de Charles Perrault et des contes de fées de Madame Aulnoy. Et il poursuivra très rapidement avec quelque chose qui va devenir son chef-d'œuvre, le recueil d'illustrations à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, un recueil de contes norvégiens. On nous parle là aussi de princesses ou encore de sorcières, mais dans un décor très différent. Là où on a l'habitude de la forêt, on est cette fois-ci dans de grandes étendues glacées, dans la montagne, avec du vent, avec le froid, avec des créatures qui sont différentes de celles du folklore qu'on connaît. Peut-être que vous le voyez déjà, le style de Kai Nielsen est très influencé par le théâtre. Son père était directeur d'un théâtre au Danemark et sa mère était une comédienne plutôt en vue et lui-même d'ailleurs il exercera comme décorateur de théâtre plus tard dans sa vie. L'influence du théâtre s'observe que ce soit dans les décors qu'il représente, on croit parfois apercevoir un projecteur, les silhouettes longilignes qui rappellent les danseurs de ballet, ou encore les splendides costumes qu'arborent les personnages. L'influence de l'esthétique japonaise est aussi très présente chez Kai Nielsen, le japonisme étant assez à la mode à cette époque. On trouve des paysages asymétriques, souvent épurés, avec des espaces vides qui entourent les personnages. Ou encore des bâtiments perdus dans la nature qui nous rappellent un petit peu les temples perdus dans un paysage japonais. Même au niveau des motifs et des textiles, on peut voir l'influence des estampes japonaises sur Kai Nielsen. Contrairement à Arthur Rackham et Edmond Dulac, dont les représentations restent quand même assez douces, assez enchanteresses, Kai Nielsen n'hésite pas à faire usage du vide et même du noir pour mieux faire ressortir les scènes. D'ailleurs, encore une fois, ça rappelle un petit peu ce qu'on peut retrouver au théâtre avec les comédiens qui sont sur le devant de la scène et le noir à l'arrière. Tous ces éléments combinés, en plus de la matière première que proposent les contes, donnent, je trouve, à ces illustrations un côté assez étrange et un petit peu inquiétant.
plus en tout cas que chez les précédents. Ce goût pour le fantastique devient encore plus évident quand on sait que Kai Nielsen, c'est l'homme à l'origine du court-métrage La Nuit du Mont Chauve, qui clôt le célèbre film Fantasia. Vous vous en rappelez, hein, vous vous rappelez de ce passage? Tu lançais un Disney, c'était un petit peu magique et tout, bon, ok, Fantasia, c'était un petit peu perché. N'empêche que la dernière scène, je l'attendais et en même temps j'appréhendais dans un mélange un petit peu bizarre de peur et en même temps d'excitation. Et oui, Kai Nielsen, il a en effet travaillé pour les studios Disney pendant une partie de sa vie. Il est d'ailleurs l'auteur de croquis qui serviront plus tard pour le long métrage La Petite Sirène que nous connaissons tous. À l'origine, il devait participer à un film un petit peu sur le modèle de Fantasia où il allait y avoir différents contes d'Andersen regroupés en un film. Au final, ça ne s'est pas fait, mais on a gardé ces illustrations. Vous pouvez voir à travers les quelques illustrations que j'affiche qu'on retrouve un petit peu de Kai Nielsen à travers le film d'animation qu'on connaît si bien. Kai Nielsen, vous l'aurez compris, un monsieur extrêmement talentueux, avec une patte personnelle vraiment inimitable. Malheureusement, c'est quelqu'un qui finira sa vie dans une pauvreté assez dramatique. En fait, après la Première Guerre mondiale, les beaux livres ne pourront plus se faire comme avant parce qu'il y a tout simplement plus assez d'argent pour les fabriquer et pour trouver des acheteurs. Du coup, les illustrateurs auront moins de travail et Kai Nielsen, contrairement à certains comme Arthur Rackham et Edmond Dulac notamment, n'arrivera pas trop à se refaire une carrière dans d'autres domaines. Mais ça n'empêche pas qu'il faut saluer son immense talent. Harry Clarke, il est contemporain des trois autres, il a que 3 années de moins que Kai Nielsen, mais c'est probablement le moins connu. Il est irlandais et même en Grande-Bretagne, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément extrêmement connu. Pourtant, il est très clairement très talentueux. Harry Clarke, c'est le fils de Joshua Clarke, un monsieur qui est peintre artisan verrier et qui réalise donc des vitraux principalement pour la sphère religieuse. Son père va le prendre comme apprenti et à la mort du coup de son père, c'est lui qui reprendra la boutique en 1913, au même moment en fait où décolle sa carrière d'illustrateur, puisque c'est à ce moment-là qu'il obtient une première commande pour illustrer les contes d'Andersen. En fait, Harry Clarke, une bonne partie de sa vie, il jonglera entre son travail d'illustrateur et son travail d'artisan vitrier, et c'est quelque chose qui marque son œuvre de manière assez significative. Donc cette première réalisation que sont les contes d'Andersen, dont il donnera une version significativement différente de celle de ses prédécesseurs, il poursuivra avec une deuxième réalisation extrêmement marquante puisqu'il s'agira des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe qui seront publiées en 1916. Les dessins d'Harry Clarke sont évidemment influencés par son travail du vitrail et dans un aspect un petit peu moyenâgeux et sombre à ses illustrations. Et on peut également déceler l'influence des premiers films d'horreur muets en noir et blanc, comme par exemple Nosferatu ou encore Le cabinet du docteur Caligari. Ce qui frappe très clairement, c'est le milieu dont est issu Harry Clarke, donc qui est irlandais et catholique, et dont le premier commanditaire est le clergé. Et d'un autre côté, l'aspect souvent très noir et osé de ces illustrations. C'est assez révélateur quand on sait que, alors qu'Harry Clarke était au sommet de son art, puisque ses vitraux étaient finalement assez réputés, le gouvernement suisse a décidé en fait de lui commander une réalisation qui devait être exposée dans l'équivalent, je crois, du bâtiment du ministère du Travail à Genève. C'est une œuvre qui s'appelle encore maintenant La Fenêtre de Genève. C'est une sorte de vitrail en panneau avec différentes scénettes.
Et cette œuvre n'a jamais été acceptée, tant elle a été jugée irrévérencieuse dans ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, du coup, elle est exposée à Miami. Plus généralement, certaines illustrations de Clark sont dérangeantes, tant elles dégagent un sentiment de noirceur, de bizarre, de putréfaction. Clark semble avoir une sorte de fascination morbide pour les corps décharnés et dénaturés. C'est perceptible dans ses illustrations des contes macabres d'Edgar Allan Poe, mais aussi dans les dessins qu'il réalisera pour illustrer le Faust de Goethe. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Certains y voient le fait que c'est probablement un jeune garçon qui a été marqué par la figure assez impressionnante que peut être la figure de Jésus crucifié. D'autres y voient aussi en fait le rapport au corps peut-être un petit peu particulier qu'avait Harry Clark, puisque c'est quelqu'un qui a subi pendant toute sa vie l'effet des produits chimiques qu'il utilisait pour son travail et les désagréments qu'il pouvait occasionner. C'est aussi quelqu'un qui a su, à partir d'un certain moment de sa vie, qu'il était atteint de la tuberculose. Donc voilà, ça peut peut-être expliquer certaines choses. Harry Clark est malheureusement décédé beaucoup plus tôt que les autres auteurs dont je vous ai parlé, puisqu'il est mort à seulement une quarantaine d'années, ayant une santé fragile à cause des raisons que j'ai évoquées précédemment. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié découvrir ces 4 illustrateurs. J'avais vraiment à cœur de vous les faire découvrir si vous ne les connaissiez pas, parce que je les trouve vraiment très marquants, très inspirants. Comme je vous l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive et il s'agit d'une sélection personnelle. J'aurais pu parler d'autres artistes. Je n'ai pas parlé par exemple des frères Robinson, Charles, Thomas et William, qui eux aussi ont illustré des contes. Certains jugeront peut-être durement le fait que je n'ai pas parlé de Gustave Doré, prédécesseur des illustrateurs dont j'ai parlé, français, et qui donc intervient avant l'apparition de la couleur, donc qui dessine majoritairement à l'encre de Chine, et qui lui aussi oscille un petit peu entre le merveilleux et le bizarre, puisqu'il a illustré d'une part les contes de Perrault et d'autre part l'enfer de Dante ou le paradis perdu de Milton. De fait, il n'appartient pas exactement à la même époque. Je me suis dit qu'il serait mieux connu de vous pour un démarrage, et par ailleurs je pense qu'il mérite qu'on lui consacre une vidéo à part entière. J'aurais aussi pu vous parler de John Tenniel que j'ai mentionné, qui est le fameux illustrateur iconique d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et qui est aussi un petit peu antérieur à ceux dont j'ai parlé. Il y a plein d'illustrateurs, même moins connus, dont j'aurais pu parler, mais voilà, c'est simplement une petite sélection. Autre point, je ne suis pas une experte du sujet. Si vous vous y connaissez, si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas à venir le dire en commentaire, ce sera le bienvenu. J'avais vraiment très à cœur de faire cette vidéo parce qu'en fait je trouve que ces illustrateurs sont fascinants et finalement il n'y a pas beaucoup de choses en français sur eux. Il n'y a pas beaucoup de livres, pas beaucoup d'articles disponibles en français sur eux. D'ailleurs à ce titre je salue l'initiative de la maison d'édition Les Moutons Électriques qui a commencé en fait une série de livres qui est justement consacré aux illustrateurs de la féerie, et vous avez un livre sur Arthur Rackham et un autre sur Edmond Dulac. Voilà, je fais pas de la pub, mais force est de constater en fait que c'est à peu près les seuls livres que vous trouverez en français sur certains de ces artistes. Je vous laisse la plupart de mes sources en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et comme je comprends que vous n'ayez pas forcément la possibilité de vous acheter un livre d'illustration pour pouvoir mieux découvrir ces auteurs, surtout en ce moment, je vous laisse aussi en fait des liens vers des galeries YouTube, des vidéos en fait où vous pourrez voir défiler des illustrations de ces artistes si vous voulez vous plonger un petit peu plus en avant dans leur travail. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si ça vous a intéressé, si vous avez aimé ce format. J'espère que ces belles images vous auront fait voyager et rêver. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!